Dis quand je commence. Ça y est, normalement l'enregistrement est en cours. Bonjour à tous, merci pour cette visio de l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques, présentée par Samia Mewiki, sur le compte administratif. Quelles informations clés à en tirer? Samia, je te laisse la parole. Bonjour, bonsoir. Donc, au programme de cette heure et demie passée ensemble, on va d'abord avoir une première partie un peu déroulée et ensuite on coupera l'enregistrement et on pourra échanger. Alors, pendant le cours de la vision, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat. Inbar me les fera passer parce que je ne peux pas les voir directement. Donc, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est que le compte administratif, quelle est sa structure. La première chose qu'on peut tirer, bien entendu, du compte administratif, ce sont les résultats de l'année écoulée. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on détermine et comment est-ce qu'on affecte les résultats? On va voir aussi que dans le compte administratif sont présents un certain nombre de ratios qu'on appelle obligatoires, c'est-à-dire qui sont dans la trame officielle du compte administratif. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et ensuite, quels autres ratios qui ne figurent pas dans le document officiel, mais qui sont très intéressants à utiliser. Donc, je vous en indiquerai deux, notamment pour mesurer la capacité d'autofinancement de la commune et sa situation au regard de la dette. Donc, premier point, qu'est-ce que le compte administratif? Donc, bon, vous le savez, puisque au moins vous avez déjà voté un budget, on a en début d'année un document qui est un document d'autorisation par lequel le conseil municipal autorise le maire à effectuer un certain nombre de dépenses, c'est le budget. Ensuite, les collectivités locales étant soumises à l'obligation de séparation entre l'ordonnateur et le comptable, on va avoir deux phases dans l'exécution du budget. C'est-à-dire que le maire, d'un côté, va émettre des mandats de paiement, des titres de recettes, et ces mandats de paiement et ces titres de recettes sont pris en charge par le trésorier qui lui-même tient sa comptabilité. Donc tout au cours de l'année, on a deux comptabilités parallèles qui coexistent. Et bien entendu, comme c'est la même chose, il faut qu'à la fin de l'année, elle soit identique au centime d'euro près. Donc, à la fin de l'année, on a deux documents qui sont établis. Le premier qui est établi par le trésorier, qui est le compte de gestion, et le second qui est établi par l'ordonnateur, donc le maire de la commune, qui est le compte administratif. Donc, vraiment, pour tout ce qui est contenu lié à l'exécution de l'année, ce sont deux documents qui sont identiques. Donc, dans le compte administratif et le compte de gestion, on va avoir des éléments qui sont communs. La première chose qui est commune, enfin c'est la seule chose d'ailleurs qui est commune vraiment aux deux, c'est l'exécution budgétaire. Ensuite, on a des informations différentes et complémentaires en fait dans les deux documents. Le document qui est établi par le trésorier, c'est-à-dire le compte de gestion, va avoir des éléments qui donnent une vision plus patrimoniale de la situation de la collectivité, notamment des éléments de bilan. On va avoir les comptes de résultats, la balance des comptes, donc vraiment une vision plus comptable, j'ai envie de dire, plus patrimoniale de la collectivité. Dans le compte administratif, vous allez avoir tout un tas d'informations qui sont des données, j'ai envie de dire, extra-budgétaires. Ça veut dire que ce sont des éléments qui ne vont pas forcément, au cours de l'année, générer une dépense ou une recette, mais par contre, qui peuvent avoir une influence sur la situation financière de la collectivité. Je vous donne un exemple. La commune a garanti l'emprunt d'une association pour la construction d'une salle je trouve plus les mots, d'un vestiaire pour le foot. Si jamais l'association fait défaut et ne rembourse pas l'emprunt, ça va générer une charge financière pour la collectivité, puisque c'est elle qui devra payer les échéances d'emprunt. Ce qui veut dire que concrètement, ça n'apparaît pas en termes de dépenses dans le budget, puisque tant que l'association paye dans le compte administratif, puisque si au cours de l'année, l'association a complètement payé ses emprunts, ça n'a généré aucune dépense pour la commune.
Pour autant, si on veut pouvoir avoir une vision plus globale de la situation financière de la commune, et notamment des facteurs de risque, ça rentre en ligne de compte. On va avoir également des informations sur le personnel, enfin, tout un tas d'informations annexes. Donc, on voit qu'on a quand même un document commun, l'exécution, et ensuite deux visions différentes. Une vision, j'ai envie de dire, plus comptable, et une vision extra-budgétaire, plutôt en termes de gestion et de risque non comptable. Actuellement, il y a une expérimentation qui est en cours. Je pense que vous avez tous entendu parler du fait qu'on doit passer à la M57, donc changer de référentiel budgétaire et comptable au plus tard au 1er janvier 2024. Et en parallèle, il y a une expérimentation qui est en cours pour mettre en place un compte financier unique. En fait, le compte financier unique, ça éviterait d'avoir les deux documents et donc d'avoir des doublons, des redites, etc., et de garder, entre guillemets, le meilleur de chaque document pour n'en faire plus qu'un seul. Donc, document qui serait construit à la fois par le comptable et par l'ordonnateur. Donc, ce serait un document unique avec une vision beaucoup plus complète de la situation de la collectivité. Donc, à l'heure actuelle, c'est en cours d'expérimentation, mais il y a quand même de grandes chances avec la généralisation de la M57 que ça se généralise. Donc, au niveau de la structure du compte administratif, donc là, ce dont je vais vous parler, c'est la structure du compte administratif, ce qu'on appelle en maquette officielle. Parce que je sais que les élus, souvent, aiment bien, pour des facilités de gestion, de lecture, pardon, ou des habitudes de lecture, utiliser ce qu'on appelle la présentation simplifiée du compte administratif. Donc, la présentation simplifiée du compte administratif, elle est correcte, puisqu'elle va vous donner les éléments qui sont compris dans la partie exécution. Par contre, si vous ne regardez que cette présentation-là et que vous ne regardez pas la maquette officielle, ça vous prive de tout un tas d'informations sur votre collectivité, puisque la présentation simplifiée ne fait que lister les dépenses et les recettes de l'année. Donc, dans la maquette officielle, elle est, comme le budget d'ailleurs, découpée en 4 parties. La première partie va comprendre les informations générales avec des informations statistiques sur le potentiel fiscal, potentiel financier, la population de la collectivité, etc. Des ratios, donc ça je reviendrai dessus tout à l'heure puisque je vous ai dit qu'on avait des ratios obligatoires qui figurent au compte administratif, on va en reparler un petit peu plus loin, et les modalités selon lesquelles le budget a été voté. Ensuite, on a une présentation générale. Donc là, c'est vraiment une partie très synthétique où en une page, on va avoir l'exécution du budget, on va avoir une vue d'ensemble avec uniquement les grands chapitres. Donc ça vous permet sur une seule page d'avoir la vue globale de votre compte administratif et de la façon dont le budget a été exécuté, en grande masse, entre guillemets. Et ensuite, on a la partie vote qui, là, va détailler article par article ce qui a été exécuté. Donc, on va avoir pour mémoire ce qui avait été voté, ce qui a été exécuté et éventuellement en section d'investissement, la présentation va être faite par opération, puisque vous savez que… excusez-moi, il y a quelqu'un qui a gardé son micro allumé. Donc, dans la section d'investissement, vous avez la possibilité de voter votre budget par opération et bien entendu, le compte administratif reprend cette présentation par opération. Ensuite, la partie très intéressante, c'est la partie des annexes. Donc, une première annexe qui n'est obligatoire que dans les communes de 3500 habitants et plus, c'est la présentation croisée, puisque même si elle vote le budget, les comptes administratifs par nature, il faut toujours avoir au niveau… excusez-moi, il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé, ça gêne. Donc, il faut également avoir la présentation par fonction, c'est-à-dire classée par destination de dépenses. Donc ça, c'est uniquement dans les communes de plus de 3500 habitants. Pour les autres collectivités, il y a tout un tas d'informations. Donc, par exemple, on va retrouver les lignes de trésorerie, puisque les lignes de trésorerie, c'est une forme bancaire d'avance
de trésorerie pour les collectivités. Ça veut dire que concrètement, si on regarde uniquement le corps du compte administratif, on va effectivement trouver des frais bancaires ou des intérêts, mais on n'aura pas d'informations sur le montant de la ligne de trésorerie qui a été contractée et sur le nombre de lignes de trésorerie qui sont en cours. Donc, avec l'annexe, on peut avoir cette information-là. On va également avoir les informations sur les emprunts, puisque dans le compte administratif, on va voir combien on a payé d'intérêts dans l'année, dans la partie vote, combien on a remboursé de capital et combien d'emprunts nouveaux on a contractés. Alors que dans les annexes, on va avoir tout un tas d'annexes qui vont présenter notamment la classification des emprunts de la collectivité. Est-ce qu'elle a des emprunts sûrs ou est-ce qu'elle a des emprunts à risque? On va pouvoir connaître aussi le détail des différents emprunts qui ont été contractés avec leur durée, la durée restante, le taux, le capital restant de chaque emprunt. Donc, on va avoir beaucoup plus d'informations. On va avoir également toutes les informations qui concernent la variation du patrimoine de la collectivité, avec les différents éléments de patrimoine qui sont rentrés dans le patrimoine de la collectivité, donc les acquisitions de l'année, et ce qui est sorti, c'est-à-dire soit ce qu'elle a cédé ou qu'elle a mis à la réforme. On peut trouver aussi le détail des subventions qui ont été accordées aux associations, des informations aussi en matière de personnel, les résultats des budgets annexes, et aussi où en sont les autorisations de programme. Alors, les autorisations de programme, je vous rappelle que c'est un mécanisme qui permet à la collectivité de réaliser un projet sur plusieurs années. C'est-à-dire, ça permet de dépasser le cadre annuel du budget. Donc, ce qui fait que chaque année, dans le budget, on a les crédits de paiement de l'année, c'est-à-dire la quote-part de travaux qu'on avait prévus pour l'année, mais pour autant, on est sur un programme plus global. Donc là, l'annexe permet de savoir où est-ce qu'on en est des autorisations de programme, quel est le volume en cours, qu'est-ce qu'on a déjà consommé, etc. Donc voilà, et bien entendu aussi, on retrouve les éléments sur la fiscalité. Donc il y a beaucoup d'autres annexes, mais ce sont les plus intéressantes, et notamment en matière de dette, puisque la dette, c'est quand même un domaine intéressant et important pour les collectivités. Et c'est vrai que la lecture uniquement de la partie vote vous donne une vision très partielle, puisque vous savez ce qui s'est passé dans l'année, en dépenses et en recettes, mais vous ne connaissez pas votre stock de dette, ni les taux auxquels vous avez emprunté, est-ce que vous avez des emprunts à risque ou pas. Donc voilà sur le contenu. Inbar, est-ce qu'il y a des questions pour le moment? A priori non, donc je continue. Non, il n'y a pas de questions pour le moment. D'accord. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments, bien entendu, la première chose, c'est la détermination et l'affectation des résultats, puisque la commune, tout comme à titre personnel, quand on commence notre mois, il faut savoir comment est-ce qu'on a terminé le mois précédent. La collectivité, c'est pareil, les années budgétaires ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Donc, ça veut dire que les résultats d'une année ont beaucoup d'impact sur ce que va pouvoir réaliser la collectivité l'année suivante, donc sur la préparation du budget. Donc, le résultat, c'est celui de la section de fonctionnement, c'est celui-là que l'on va affecter. Donc, quand on parle de résultat à affecter, c'est le résultat de l'exercice, c'est-à-dire qu'on va prendre les recettes moins les dépenses de l'année, mais on va aussi ajouter soit l'excédent qu'on avait reporté de l'année antérieure, soit le déficit. Alors, généralement, en fonctionnement, sauf situation particulière, c'est plutôt généralement un excédent de fonctionnement reporté. Donc, ça veut dire que le résultat, c'est recettes de l'année moins dépenses de l'année, plus ou moins les reports des années antérieures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le résultat cumulé ou le résultat global de la section de fonctionnement. Et c'est lui qui doit faire l'objet d'une affectation. Donc, on va l'affecter, ce résultat, à la couverture du besoin de la section d'investissement. Le besoin de financement de la section d'investissement, il est composé de deux choses. D'une part, alors oui, je vous montre, pardon, si vous allez sur votre compte administratif en maquette officielle, dans la première partie, la partie vue d'ensemble, vous avez
une page qui s'intitule « Exécution du budget ». Et ce tableau, vous le retrouvez exactement sur la page « Exécution du budget ». Je ne sais pas si vous voyez la souris qui bouge sur la diapo, mais dans les cases, vous voyez qu'il y a des lettres A, G, B, H, etc. Ces lettres sont toujours placées au même endroit. Donc, vous pouvez vous repérer sur ces lettres pour aller vérifier dans votre compte administratif pour pouvoir faire le calcul. Donc, le résultat de fonctionnement, donc dans l'exemple qu'on a ici, quand on prend les recettes de l'année moins les dépenses de l'année, la collectivité en question a dégagé 74 000 € d'excédent de l'exercice. On va y ajouter les 15 000 € qu'elle avait reportés. Elle a donc un résultat global de fonctionnement de 89 504 €. Et donc, ces 89 504 €, on va les affecter aux besoins de financement de la section d'investissement. Ce besoin de financement, il est égal au solde d'exécution de la section d'investissement, c'est-à-dire les recettes de l'exercice moins les dépenses de l'exercice, plus ou moins le résultat reporté. Donc là, je vais vous mettre un exemple. Là, toujours pour notre même collectivité, on voit qu'elle a un résultat de l'exercice qui est positif, qui est de 227 000 €, mais elle avait un déficit reporté à 294 000 €. Donc, en fait, elle a un solde cumulé de moins 67 701 €. Donc, ça veut dire que c'est ce solde-là qui constitue une partie du besoin de financement. Je dis une partie, pourquoi? Parce que dans les collectivités, on utilise aussi, alors pas de manière obligatoire, hein, c'est pas systématique, mais les restes à réaliser en section d'investissement. Donc les restes à réaliser, c'est un état, en fait, l'état des restes à réaliser qui est fait par l'ordonnateur, donc par le maire, en fin d'année, et qui va lister en section d'investissement les dépenses qui sont engagées, donc c'est-à-dire qu'on a signé un marché, alors un marché sous quelque forme que ce soit, hein, puisque je vous rappelle que les marchés, ce n'est pas uniquement les marchés formalisés. Dès qu'on achète quelque chose, j'ai envie de dire dès 1 €, on est sur un marché public. Donc que ce soit un devis ou un marché à procédure adaptée, n'importe. Donc un marché signé, non payé au 31 décembre. En recette, on va également avoir des restes à réaliser. Et là, ce sont des recettes qui sont certaines, mais qu'on n'a pas encore encaissées. Donc, par exemple, pour les subventions, vous avez la notification de la subvention, mais vous n'avez pas encore touché l'argent. Ou alors, vous avez signé au mois de décembre un contrat d'emprunt avec une banque, mais le déblocage des fonds n'a pas encore eu lieu. Donc, on est sur des recettes certaines, non encaissées. Donc, par exemple, une lettre de la banque qui s'engage à vous prêter, ça ne suffit pas pour pour être un reste à réaliser en recette, puisqu'il n'y a pas le caractère certain de la recette. Donc, du coup, on va calculer ce qu'on appelle le solde des restes à réaliser, c'est-à-dire qu'on va faire les restes à réaliser en recettes moins les restes à réaliser en dépenses, et on va venir les rajouter au solde de la section d'investissement. Et c'est ça qui va donner le besoin de financement ou, si vous avez beaucoup de recettes en reste à réaliser, l'excédent de financement. Alors, le cas dans lequel on peut avoir typiquement beaucoup de recettes en reste à réaliser et très peu de dépenses, c'est quand on est sur la fin d'un gros projet où toutes les dépenses ont été faites et on attend encore les subventions. Donc ça peut expliquer certaines années qu'on ait beaucoup de recettes en reste à réaliser. Donc là, dans l'exemple, la collectivité, elle avait juste des dépenses en reste à réaliser à hauteur de 9 000 €. Donc si je rajoute ça à mon résultat, à mon déficit, enfin à mon solde de la section d'investissement, la collectivité a un besoin de financement de 67 093 €. Donc la règle, c'est que si le résultat de la section de fonctionnement est positif, on doit en priorité venir ponctionner dessus pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Une fois qu'on a ponctionné cette somme, s'il reste encore de l'excédent disponible en fonctionnement, on peut au choix soit venir
rajouter de l'argent en investissement, c'est-à-dire en affecter au-delà du minimum légal, soit le reporter en fonctionnement, tout comme du fonds de roulement. Alors là, il y a plusieurs écoles. Moi, mon conseil, c'est quand même de ne se limiter à ce qui est obligatoire, tout simplement parce qu'une fois qu'on affecte une partie de l'excédent en investissement, l'affectation est définitive. C'est-à-dire qu'en cours d'année, on peut facilement faire basculer de l'argent du fonctionnement vers l'investissement, mais rapatrier de l'argent d'investissement vers le fonctionnement, surtout quand ce sont des sommes qui ont été affectées au moment de l'affectation des résultats, c'est très compliqué. Les cas dans lesquels on peut refaire venir de l'excédent d'investissement en fonctionnement, ce sont des cas dérogatoires et très exceptionnels. Donc, la bascule de fonctionnement vers investissement est beaucoup plus simple. Donc, du coup, ah oui, cas qui peut arriver, si on a un résultat de fonctionnement qui est négatif, on va reporter ce résultat l'année suivante. Donc, ça veut dire qu'on va commencer l'année avec une dépense de fonctionnement du montant du déficit et en section d'investissement, on va commencer l'année avec, il va falloir trouver des solutions pour combler le besoin de financement de la section d'investissement. Donc, oui, donc ce que je vous disais, le cas particulier, c'est que quand on a, enfin non, ça je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, quand on a un résultat de fonctionnement qui est positif, un résultat d'investissement et donc notamment un besoin de financement, c'est-à-dire y compris les restes à réaliser en investissement qui est positif, on peut, si on le souhaite, se dispenser d'affecter les résultats et reporter automatiquement les deux excédents, chacun dans sa section. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Inbar? A priori, non. Non, toujours pas, non. D'accord. Donc là, dans l'exemple que l'on vient de voir, on avait donc notre excédent cumulé qui était de 89 504 €. On a vu qu'on avait un besoin de financement de 77 000. Donc, on vient ponctionner 77 000 sur cet excédent cumulé. Et il nous reste donc 12 000 qu'on peut reporter en fonctionnement. Donc, dans le budget de l'année suivante, ça va se traduire de la manière suivante. On va avoir en section d'investissement une recette de 77 000 € qui va venir nous permettre de financer les 67 700 € de déficit et les 9 300 € de reste à réaliser. Donc, ça veut dire que quand on fait 67 et 9 000, on arrive à 77. Donc, c'est comme si on commençait l'année sur une page blanche. Et ce qui nous reste véritablement, c'est-à-dire les 12 400 €, on commence l'année en fonctionnement avec une recette de 12 400 €. Donc, voilà comment ça se traduit dans le budget de l'année suivante. Donc, sur l'affectation des résultats, si vous n'avez pas plus de questions, on continue. Donc, les ratios obligatoires. Alors, les ratios obligatoires, là aussi, vous les trouvez dans la première partie du compte administratif. Il faut savoir que pour les communes de moins de 3 500 habitants, il y a uniquement les 6 premiers ratios qui sont obligatoires. Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de taille plus importante. Donc, si on classe un petit peu ces ratios par thématique, on va avoir certains ratios qui sont relatifs aux dépenses de fonctionnement. C'est le ratio numéro 1, dépenses réelles de fonctionnement par population. Donc là, ça va mesurer, entre guillemets, le niveau de service qui est rendu par habitant, puisque le fonctionnement, c'est le fonctionnement courant de la collectivité. Donc, c'est vraiment le service à la population, le service aux usagers. Le ratio numéro 7 qui lui mesure la part des charges de personnel sur les charges de fonctionnement, puisque ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez souvent utilisé. Alors, les ratios obligatoires, ils sont intéressants en soi. C'est vrai que parfois je trouve que pris de manière brute, ça peut être un peu faussé, parce que par exemple,
pour le ratio numéro 7, les dépenses de personnel sur les charges de fonctionnement, une collectivité peut avoir des dépenses de personnel qui représentent une part importante des charges de fonctionnement, mais elle peut avoir dans ses recettes de fonctionnement une partie, mettons, de son secrétariat qui est mis à disposition d'un syndicat, où elle peut avoir des agents en temps partagé avec des remboursements de budget annexes ou des remboursements d'autres collectivités. Donc c'est vrai que pris de manière brute, il faut toujours faire attention aux chiffres qui ne sont pas mis dans le contexte en fait. Voilà. En matière de recettes de fonctionnement, on va avoir le ratio numéro 3 qui mesure les recettes par habitant. Le numéro 2 qui est le produit des impositions directes, donc c'est-à-dire au niveau des communes dans le département, puisque toutes les communes du département, on fait partie de communautés de communes ou d'agglomérations à fiscalité propre unique. Ça veut dire qu'on a toutes les mêmes recettes d'impôts directs, à savoir aujourd'hui la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, le foncier bâti et le foncier non bâti. Et l'attribution de compensation également, qui rentre dans la catégorie. Donc là, ça mesure la place de la fiscalité dans les recettes de fonctionnement. Le ratio numéro 6 qui mesure la place de la dotation globale de fonctionnement par habitant. Alors, la dotation globale de fonctionnement, pourquoi? Parce que c'est quand même la dotation la plus importante que les collectivités perçoivent. Donc, ça, ce sont les ratios qui concernent les recettes. On va avoir 2 ratios par rapport aux dépenses d'investissement. Le premier, c'est le numéro 4 qui mesure en fait l'effort d'équipement par habitant, combien la commune a vraiment dépensé en équipement, pas en investissement global, puisque dans l'investissement, je vous rappelle que vous avez aussi le remboursement du capital des emprunts qui apparaît. Donc là, on est vraiment que sur les dépenses d'équipement, c'est-à-dire les constructions, les achats, les travaux, donc vraiment l'équipement par habitant, et le ratio numéro 9 qui va mesurer le poids de l'investissement, donc c'est-à-dire les dépenses d'équipement brut, justement les dépenses d'équipement, par rapport aux recettes courantes de la collectivité, donc les recettes de fonctionnement. Pour tous ces ratios, quand on parle de recettes de fonctionnement et de dépenses de fonctionnement, ce sont toujours les recettes réelles qui sont utilisées. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les opérations d'ordre, puisque dans le budget, il y a 2 types de recettes et de dépenses, réelles et ordre. Réel, ça veut dire qu'on a, si c'est une recette, de l'argent qui rentre dans les caisses de la collectivité, si c'est une dépense, de l'argent qui sort des caisses de la collectivité. Quand c'est une dépense ou une recette d'ordre, ça veut dire que ce sont des sommes qui vont d'un endroit à l'autre dans le budget. Donc, on n'a ni encaissement ni décaissement. Pour la dette, on a 2 ratios qui sont utilisés. Le premier, c'est la dette par habitant. Donc, c'est le ratio numéro 5. Donc là, c'est la totalité, l'encours, donc c'est-à-dire la totalité de ce que vous devez aux banques divisé par la population. Et le ratio numéro 10, qui représente en fait le nombre d'années que vous mettriez à rembourser ce que vous devez aux banques si vous y consacriez la totalité de vos recettes réelles de fonctionnement. On a également un ratio qui vient mesurer la marge de manœuvre que vous avez pour dégager de l'autofinancement pour justement vos dépenses d'équipement nouveaux. C'est le ratio numéro 8, puisqu'il va faire le rapport entre les dépenses de fonctionnement et le remboursement, plus le remboursement de la dette sur les recettes courantes. Donc, ça veut dire que si vous dépassez les 100%, ça veut dire que vous ne dégagez pas d'autofinancement pour financer de nouveaux projets, mais que déjà vous avez besoin de recettes d'investissement pour rembourser votre dette. En revanche, si le ratio est inférieur à 100%, ça veut dire que vous arrivez à dégager de l'autofinancement pour vos nouveaux projets. Donc, ces ratios-là, pour moi, il faut les utiliser. Il faut faire attention. Il faut faire attention d'une part parce qu'une vision ponctuelle peut donner une fausse idée de la collectivité. Une commune qui a une dette par habitant élevée, ce n'est pas forcément
une commune qui est en mauvaise situation financière. Ça veut dire qu'il faut regarder globalement. Donc, il faut d'une part étudier l'évolution dans le temps de ces ratios et surtout essayer de comprendre les raisons de cette évolution. Si par exemple, on voit que le ratio numéro 1 augmente et que le ratio numéro 7 stagne, ça veut dire que les dépenses de fonctionnement, ce n'est pas les charges de personnel qui les font progresser, ça va être peut-être d'autres éléments. Donc, est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que c'est qu'on a développé de nouveaux services? Qu'est-ce qui fait que ça évolue? Et il ne faut pas non plus les étudier de manière isolée, mais il faut les combiner. Par exemple, c'est intéressant de regarder les recettes de fonctionnement, voir comment évolue le niveau global et quelle est la place de la fiscalité et de la DGF dans ces recettes, puisque la DGF, c'est une recette sur laquelle vous n'avez pas la main. La fiscalité, vous avez un peu de pouvoir dessus, donc voir qu'est-ce qui fait que ça progresse. Donc, il faut quand même y faire attention. Alors, très important, les ratios pour l'étude, si vous voulez les étudier pour justement avoir une idée de la situation de la collectivité, on prend toujours les chiffres dans les comptes administratifs. On ne fait jamais les comparatifs, entre guillemets, entre budgets, puisque le budget, c'est du prévisionnel. Donc, ça veut dire que si la collectivité peut se prévoir une situation idyllique, mais la réalité la rattrapera à un moment ou à un autre. Donc ça, ce sont les ratios que vous trouvez déjà calculés dans le document que vous avez, qui est le compte administratif. Les autres ratios que moi je trouve intéressants, alors si j'arrive, j'ai un petit problème sur... voilà, utile, voilà. Alors, le premier, c'est celui qui va vous permettre de mesurer la capacité d'autofinancement. Alors, capacité d'autofinancement, épargne, c'est la même chose. Donc, on a 3 niveaux de capacité d'autofinancement ou d'épargne. Le premier, c'est la CAF de gestion ou l'épargne de gestion. Elle est égale aux recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement hors intérêt des emprunts, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes nos dépenses sauf les intérêts des emprunts. Là, on préconise d'avoir une épargne de gestion qui représente au moins 20% des recettes réelles de fonctionnement. Donc là, c'est des préconisations d'analyse financière pour une situation saine de la collectivité. Le second niveau de capacité d'autofinancement, c'est la CAF brute. Alors là, c'est facile à calculer. Hein. Ce sont les recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement. Là, on préconise d'avoir une CAF brute qui représente au moins 15% des recettes réelles de fonctionnement. Et le dernier niveau, c'est la CAF nette, qu'on appelle aussi CAF disponible, puisqu'elle est égale à la CAF brute moins le remboursement du capital des emprunts. Donc en fait, c'est sur votre train de vie quotidien, une fois que vous avez payé toutes vos charges de fonctionnement, que vous avez remboursé vos dettes, qu'est-ce qui vous reste pour financer de nouveaux projets d'investissement? Donc ça, vous pouvez le faire à partir des éléments que vous trouvez dans le compte administratif, notamment pour tout ce qui est recettes réelles de fonctionnement, dépenses réelles de fonctionnement, dans les vues d'ensemble et même dans le détail, il y a des sous-totaux, recettes réelles de fonctionnement, dépenses réelles de fonctionnement. La chose à laquelle il faudrait quand même faire attention, c'est que notamment certains retraitements peuvent être nécessaires, notamment dans les recettes réelles de fonctionnement. Quand la commune vend un élément de son patrimoine, la recette rentre en fonctionnement et ensuite, par les opérations d'ordre, en fait, elle fait que transiter, elle repart au final en investissement. Mais ça veut dire que si vous prenez vos recettes réelles de fonctionnement telles quelles, vous allez avoir peut-être l'impression d'avoir un niveau de recette beaucoup plus élevé. Donc, il faut systématiquement enlever les produits des ventes de biens immobiliers. Ou de biens, en tout cas du patrimoine. Sinon, ça va fausser la vision que vous aurez de la collectivité. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ces ratios, c'est de les regarder. Alors, c'est ce qu'on appelle des ratios de structure, c'est-à-dire qu'on ne va pas comparer
par habitant, mais on va comparer une masse avec une autre masse du budget. Donc, ça va vous donner une appréciation vraiment par rapport à votre collectivité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de le regarder par rapport au minimum préconisé, mais aussi de regarder 3-4 ans en arrière pour voir l'évolution de la collectivité, puisque la collectivité peut avoir un ratio, mettons, de CAF brut qui est à 18%, et là, vous vous dites, bon, ben, c'est bon, la situation est bonne, mais si on regarde l'évolution depuis les 3 dernières années, ben, on se rend compte qu'elle était à 25% et que régulièrement, chaque année, la situation se dégrade. Donc, il faut y faire, du coup, là, ça veut dire qu'on passe sur une situation où il faut quand même être attentif et essayer de comprendre. Donc là, ce sont les ratios pour Samia, mesurer il y a la une capacité. question. Oui, je t'écoute. Monsieur Solaire, il a levé la main. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Très bien. Oui, bonsoir. Oui, Alors, bonsoir. je n'ai pas totalement compris la différence dans votre tableau entre la cave de gestion et la cave brute, puisque dans la cave de gestion, on ne prend pas en compte les intérêts, et dans la cave Oui. brute, les caves de gestion moins intérêts. Mais si on ne prend pas en compte les intérêts dans la cave de gestion, on ne peut pas les retrouver dans la cave brute. Si, mais c'est peut-être que je ne l'ai pas bien expliqué. Par exemple, si vous avez des dépenses de fonctionnement qui sont à 100, dont 20 d'intérêts, Oui. on va dire que vos recettes de fonctionnement sont à 150. Quand on va calculer la cave de gestion, on va faire 150 moins 80, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement sans les intérêts. Sans les intérêts, tout à fait. OK? Et quand on va calculer la cave brute, on va prendre la cave de gestion moins les intérêts. Donc, ça veut dire que 150 moins 80, on a 70 de cave de gestion, moins les 20 d'intérêts, on a 50 de cave brute. D'accord. Ce qui est étonnant, c'est que dans le premier calcul, déjà, les intérêts, on les a enlevés. Donc, pourquoi on les enlève 2 fois? On les a enlevés de ce qu'on soustrait. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait 150 moins 100 moins 20. On a fait 150 moins, ouvrez la parenthèse, 100 moins 20, fermez la parenthèse. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait 150 moins 80 au lieu de faire 100. Et là, c'est 150 moins 100, la CAF brute. D'accord. Je ne sais pas si c'est… D'accord. Je comprends. D'accord. Dans la cave brute, du coup, on ne retire pas les intérêts. Non, basiquement, la CAF brute, c'est recettes réelles de fonctionnement moins dépenses réelles de fonctionnement. Intérêt compris. Voilà. C'est ça. Voilà, ok. C'est ça. J'ai compris. Merci à vous. Ça fait plaisir. D'autres questions? Ndar? Je continue. Il y a eu une autre question. On vient de lever la main. Oui, c'est Andouin, si vous m'entendez. Oui, très bien. Je voudrais revenir sur l'affectation du résultat. Oui. Lorsque le résultat dans la section investissement, c'est-à-dire si on n'a pas de déficit, on n'est pas obligé de couvrir, on n'est pas obligé de servir le compte 1068. On peut tout laisser dans le fonctionnement. Tout à fait. La seule obligation que vous avez, c'est de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Donc, il faut que vous fassiez attention parce qu'il se peut que vous ayez un résultat d'investissement positif, oui, mais pour autant que vous ayez un besoin de financement de la section d'investissement. Si, par exemple, vous avez beaucoup de restes à réaliser en dépenses. Par exemple, on va dire que votre résultat d'investissement, il est de 1000, mais que vous avez 3000 de restes à réaliser en dépenses. Ça veut dire que vous avez un résultat positif d'investissement, mais vous avez un besoin de financement de 2000. Alors justement, ce reste à réaliser me pose un peu problème parce que j'ai un fournisseur qui a fait des travaux, mais il nous a fait faire un acompte. La suite des travaux a été faite en janvier, c'était à cause des intempéries. Hein. Donc, il a été obligé de décaler. Est-ce que pour moi, je dois considérer que c'est un reste à réaliser?
Ah oui, puisque vous avez. Alors après, vous pouvez ne pas le faire, les restes à réaliser, mais dans ce moment-là, ça veut dire que vous ne pouvez pas le payer avant le vote du budget. C'est ça. Si, Donc, on a quand même anticipé dans un conseil les dépenses autorisées au maire. oui, mais les dépenses, la délibération que vous pouvez prendre entre le 1er janvier et le vote du budget, ça concerne des dépenses nouvelles, c'est-à-dire des marchés, des Ah, devis ok. qui seront signés entre le 1er janvier et le vote du budget. Alors que le reste à réaliser, là, votre devis avec votre entreprise, vous l'aviez signé en 2021. Vous aviez C'est ça. engagé juridiquement la Ok. collectivité en 2021. Ok, il y avait un flou là. Donc là, ça me Voilà. paraît clair. On est, Ouais. Voilà, c'est vraiment la barrière du 31 décembre. Est-ce que ma collectivité est engagée juridiquement avant le 31 décembre ou est-ce que je vais l'engager après? Si je l'engage avant et que je veux pouvoir payer avant le vote du budget, eh bien, il faut que je mette ça dans les restes à réaliser en dépenses. Et donc, du coup, ça va avoir un impact sur le besoin de financement de ma section d'investissement. Si je suis le 2 janvier et qu'il y a des intempéries et que je veux pouvoir faire des travaux, à ce moment-là, je réunis mon conseil pour qu'il puisse m'autoriser, dans les limites fixées par les textes, à savoir 25% de l'année précédente, à faire une dépense d'investissement nouvelle avant le vote du budget. Ok. Merci. Avec plaisir. D'autres questions ou une barre? Non, c'est bon. Tu peux continuer. C'est bon. Alors, je continue. Donc, je continue avec l'autre ratio, enfin, les autres ratios qui, moi, me semblent intéressants. Ce sont ceux qui servent à mesurer l'endettement de la commune et donc, notamment, à essayer de voir est-ce que la collectivité est en capacité de faire de nouveaux emprunts et donc de bâtir un petit peu la hauteur de votre projet d'investissement pour l'année et les années qui suivent. Donc, on va avoir deux choses à regarder par rapport à la dette de la collectivité, puisqu'il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. La première chose, c'est le poids des remboursements qu'on a chaque année dans le budget. Et la seconde chose, c'est le montant total de ce qu'on doit aux banques. Donc, le poids des échéances, on va prendre les annuités, c'est-à-dire les intérêts que l'on paye en fonctionnement, plus le capital que l'on rembourse en investissement. Et on va regarder combien les annuités représentent par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. On considère que quand le poids des échéances est supérieur à 20% des recettes réelles de fonctionnement, le remboursement annuel peut poser des difficultés à la collectivité sur l'équilibre de son budget. Donc, ça veut dire que si vous êtes près des 20% et que vous envisagez d'emprunter, il faut faire attention puisque ça peut vous mettre en difficulté pour les années à venir. Le second élément qu'on prend en compte, c'est le montant de ce qu'on doit aux banques, puisque même si le temps de la collectivité n'est pas celui de l'être humain, mais il y a quand même un volume à ne pas dépasser. Donc là, il y a un ratio qui est fixé par la loi de programmation des finances publiques qui s'appelle la capacité de désendettement, qui est égal à l'encours de la dette, donc le total de ce qu'on doit aux banques, divisé par la capacité d'autofinancement brut. Donc là, la loi de programmation des finances publiques dit que pour une commune, on ne doit pas dépasser 12 ans. Donc du coup, ça va vous donner un ordre d'idée de vos possibilités en matière d'emprunt. Alors, sachant que ça, c'est ce qui est posé par la loi de programmation des finances publiques. Ce ratio, en fait, il existait déjà, il s'appelait autrement, mais il existait déjà. Et en analyse financière, en gros, si on prend un code de couleur, on disait qu'en dessous de 8 ans, c'était vert, de 8 à 12 ans, c'est jaune, de 12 à 15 ans, c'est orange, et au-delà de 15 ans, c'est alerte rouge. Voilà. Donc, il faut quand même y faire attention. Et le second ratio qu'on retrouve en fait dans les ratios obligatoires, c'est l'encours de la dette divisé par les recettes réelles de fonctionnement. Donc, combien d'années je mettrais à rembourser ce que je dois aux banques si j'y consacrais la totalité de mes recettes de fonctionnement.
Donc ça, c'est pas véritablement, à mon avis, alors c'est un ratio qui est utilisé, il fait partie du réseau d'alerte de la préfecture et du Trésor, mais il n'est pas significatif parce qu'une collectivité ne consacrera jamais toutes ses recettes réelles de fonctionnement au remboursement de sa dette, alors qu'éventuellement, elle peut faire l'effort d'y consacrer sa capacité d'autofinancement brut. Donc là, en analyse financière, on considère qu'une dette bien calibrée, c'est 1 an de recettes réelles de fonctionnement. Au niveau du ratio d'alerte, je crois que c'est à 1,21, c'est ça. Après, bon, il ne faut pas essayer de ne pas trop dépasser 1,5. Au-delà de 2, en tout cas, c'est sûr que ça ne va pas. Voilà. Donc, pour ces ratios aussi, il faut vraiment faire attention. Regardez l'année que vous venez de terminer, mais regardez aussi quelques années passées. Prenez vos comptes administratifs 2020, 2019 et regardez quelle est l'évolution. Et aussi, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, si vous envisagez d'emprunter cette année pour de nouveaux projets, eh ben, c'est de rajouter à l'annuité que vous avez en cours, l'annuité simulée du nouvel emprunt, de rajouter à l'encours que vous avez l'encours du nouvel emprunt pour voir si j'ai un nouvel emprunt, est-ce que je vais être en difficulté ou pas. Puisqu'avec les logiciels que vous avez de gestion de la dette, etc., on peut vous sortir l'annuité de 2022, on le sait déjà, ce que vous allez devoir payer. Donc, vous pouvez rajouter un emprunt simulé avec les données du compte administratif pour voir est-ce que contracter un nouvel emprunt est une bonne idée ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu ou revoir un projet différemment. Donc, voilà. Alors, je propose qu'Inbar, tu coupes l'enregistrement.